Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous portez excellemment bien et que vous êtes confortablement assis devant un bon café chaud en regardant cette vidéo. La semaine dernière, je vous avais parlé de la bataille de Lugdunum. Aujourd'hui, je choisis d'évoquer avec vous le siège de Pérouges en 1468. Classé parmi les plus beaux villages de France, Pérouges, à 40 km au nord-est de Lyon, dans le département de l'Ain, est un des lieux les plus touristiques du département. Cet ancien village d'artisans de 1200 habitants a su conserver ses remparts et ses rues médiévales, tandis que nombre de ses maisons anciennes, en pierre ou à pans de bois, ont été restaurées pour être classées monuments historiques. Si malgré les vicissitudes de l'histoire, ce village a su conserver son écrin médiéval, c'est grâce au comité de sauvegarde créé par Édouard Herriot en 1911, qui veille encore aujourd'hui au grain, mais aussi parce que ce bastion a su se défendre, alors qu'il faisait l'objet de nombreuses convoitises, situé à la fin du Moyen-Âge aux confins de la Dombe, de la Bresse, du Dauphiné et du Lyonnais. L'une de ces convoitises va d'ailleurs faire l'objet d'un siège mené par les troupes royales de Louis XI en 1468, dont le petit village va sortir vainqueur. Comment ce village, ou plutôt une petite ville étant donné les critères démographiques de l'époque, a bien pu s'attirer les foudres de celui qu'on surnommait l'universelle araignée? Eh bien, nous allons tenter d'y répondre en replaçant d'abord les choses dans leur contexte. Tout d'abord, l'objet de la convoitise. Un village d'artisans tisserands, de vignerons et de cultivateurs particulièrement prospères au XIVe et XVe siècle, comptant jusqu'à 1500 habitants, qui s'administraient eux-mêmes sous un régime de franchise accordé par le duché de Savoie et dont la position frontalière garantissait en théorie l'intégrité. À cette époque, effectivement, Pérouges n'était pas française. Le roi de France Jean le Bon et son fils Charles, le dauphin viennois, l'avaient cédé à la maison de Savoie en 1355, 12 ans à peine après que le royaume de France l'eût reçu du Dauphiné, et ce probablement afin de se faire un peu d'argent, à une époque où le trésor royal, en pleine guerre de Cent Ans, était à sec. Il ne faut pas s'en étonner, puisque à l'époque, c'était plutôt monnaie courante, si j'ose dire, de céder tout ou une partie d'un territoire, moyennant un petit peu de pognon. On était pragmatique à l'époque. Ce ne fut cependant pas un mauvais parti pour les Pérougiens, qui profitèrent, contrairement à ce qui se passait ailleurs, d'une manière générale, vu le contexte de l'époque, de 2 siècles de prospérité. Elle était appréciée des comtes et ducs de Savoie, qui confirmèrent les chartes de franchise accordées par leurs prédécesseurs. La maison des princes, aujourd'hui encore, témoigne du souci qu'avaient les habitants d'accueillir dignement leur suzerain. Ensuite, l'événement qui mettra le feu aux poudres. Nous sommes 15 ans après la fin de la guerre de Cent Ans. Louis XI est roi de France depuis 1461. On le surnomme le Dauphin car il était seigneur du Dauphiné et que ce titre était celui du fils aîné des rois de France. Louis XI à l'époque était en plein conflit avec le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. La paix restait encore largement à faire et par conséquent il se devait de trouver un allié. Il le trouvera en la personne du duc de Savoie, Amédée IX, qui épousera pour ce faire sa sœur, Yolande de France. Mais ce dernier doit aussi supporter les intrigues incessantes de son frère Philippe, gouverneur de la Bresse et de la Dombe. Il faut dire que ce dernier, comte de Bresse, n'appréciait pas particulièrement ses parents, puisqu'il les soupçonnait à juste titre de vouloir l'annexion du domaine de Savoie au profit de Louis XI en personne. C'est la raison pour laquelle il va prendre parti contre sa mère, et par la suite, sous l'intrigue de son propre père, Louis XI va prendre les armes contre lui et il sera ainsi son prisonnier durant 3 ans au château de Loches. Il sera libéré en 1466, mais 2 ans plus tard, rebelote, il va de nouveau décider de trahir Louis XI en prenant le parti de Charles le Téméraire. La réaction de Louis XI ne se fit pas attendre. À l'automne 1468, il va envoyer le gouverneur du Dauphiné, Jean, comte de Comminges, surnommé le bâtard d'Armagnac, dévaster la Dombe, la Bresse, la Valbonne et la Maurienne. Du 17 septembre au 24 octobre, en moins de 6 semaines, les 2000 soudards du gouverneur réduisent à néant 19 forteresses savoyardes. Enfin, le point crucial de cette vidéo, le siège de Pérouges. À Pérouges, on prend des dispositions pour les accueillir. Avec les pierres de l'ancienne église Saint-Georges, hors la ville, on répare les tours et les remparts, sous l'égide du châtelain Humbert Favre, un ancêtre de Favre de Vaugelas, illustre grammairien du XVIIe siècle. Le conseil du gouvernement de Bourg-en-Bresse aujourd'hui, nomme capitaine pour la défense de Pérouges Antoine Langlois, un homme d'action astucieux qui se révélera décisif. Mais très vite, les difficultés s'annoncent. On ne reçoit pas l'artillerie prévue.
Le 24 octobre, Comminges retire ses troupes de Brest et c'est le tour de Pérouges. Le siège durera jusqu'à fin novembre. Dans un premier temps, l'armée dauphinoise va s'en prendre à la porte d'en haut, qui était alors située à l'ouest de Pérouges, et qui était particulièrement bien défendue, puisqu'elle était constituée d'une barbacane, donc un système avec double tour, qui précède un pont-levis, et juste derrière, il y avait une tour quadrangulaire qui était surmontée de machicoulis. Face à ce dispositif, l'armée dauphinoise va décider de tenter une manœuvre de contournement vers l'est. Les sentinelles vont très vite repérer la manœuvre. On redoute alors la prise imminente de la cité. Alerté, le capitaine Langlois comprend parfaitement que l'ennemi avait repéré le point faible de la cité, la porte d'en bas. La porte d'en bas, c'était l'une des deux seules et uniques entrées de la cité de Pérouges, qui était utilisée uniquement par les paysans, qui voulaient rejoindre leurs vignes situées sur les pentes de la colline, et qui n'était défendue que par une simple porte en bois. C'est alors qu'il prend une décision. En une nuit, en toute hâte, il décide de faire construire, juste derrière, un mur de pierre uniquement prévu pour ralentir les Dauphinois. Et cela va marcher, contre toute attente. Le lendemain, les Dauphinois n'eurent aucun mal à défoncer la porte en bois, mais le mur s'avéra suffisant pour les stopper. Effectivement, l'armée dauphinoise était minée par la faim et le froid, et elle ne disposait pas d'assez de poudre à canon pour détruire le mur. Par conséquent, elle va décider d'abandonner tout simplement la partie, et c'est ainsi que Pérouges fut sauvé. Pour la petite histoire, il existe une plaque commémorative juste au-dessus de l'arcade de la porte d'en bas qui rappelle cet événement. Et cette plaque précise également une petite histoire en fait, le fait que l'armée dauphinoise ne soit repartie qu'avec comme seul et unique trésor des morceaux de la porte d'en bas. Ces morceaux vont en partie être retrouvés un petit peu plus loin sur le tertre de Saint-Georges, un véritable symbole, puisque c'est aux pierres de l'église Saint-Georges que l'on doit à Pérouges d'avoir été sauvé. Après cela, le duc de Savoie va décider de récompenser la valeur des Pérougiens, en leur accordant l'exemption pendant 20 ans de la majeure partie des impôts qu'ils lui devaient. Ainsi poursuivit l'histoire d'amour entre Pérouges et les ducs de Savoie, jusqu'à l'annexion française en 1601. L'église Sainte-Marie-Madeleine, aujourd'hui, conserve encore le blason de la maison de Savoie au niveau des voûtes pour en perpétuer le souvenir. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous propose donc de nous donner rendez-vous pour demain pour une prochaine vidéo sur une thématique encore différente. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.